Bonjour à tous les investisseurs CLF pour ce point de marché donc du vendredi soir, hein, le 24 septembre au soir, hein. Donc peut-être que quand vous verrez la vidéo, on sera déjà le 25 septembre. Alors en allusion à une vidéo que j'ai déjà postée, hein, sur le bull trap du CAC 40, ben cette vidéo s'intitulera du bull trap au bear trap. Alors tout d'abord, avant de vous parler un peu plus sur les événements, hein, qui ont un peu marqué cette semaine, hein, donc toujours quelques disclaimers, hein. Chaque situation patrimoniale est différente, hein, donc si vous n'êtes pas un expert, rapprochez-vous de votre conseiller en investissement et en gestion de patrimoine, hein. Je ne prétends pas sur cette chaîne vous donner des conseils sur ce qu'il faut investir ou pas. Voilà, je vous mets aussi un extrait, du disclaimer qui est posté par mon broker, hein, toujours, hein. Quasiment plus de 80% des investisseurs non professionnels perdent de l'argent. Et enfin, un petit rappel, sans vouloir faire de la fausse modestie, sur ma vidéo YouTube, hein, sur le lien, où j'explique toutes les erreurs que j'ai pu faire durant ces 20 dernières années. Donc je ne prétends pas, hein, là encore, hein, vous donner des conseils, jouer un peu au gourou. Voilà, je suis là pour vous donner un petit peu ma vision, mon interprétation, des marchés et voilà, sans grande prétention. Alors, l'actualité des marchés, donc le début de la semaine a été marqué par une forme de capitulation. Donc les marchés ont connu une forte baisse, hein, avec le Nasdaq par exemple qui a enfoncé, momentanément le seuil des 15 000 points et par exemple le CAC 40, hein, qui est venu, tester, le pivot, hein, des 6 400 points. Et donc du coup, on a vu des niveaux, qui n'ont plus été vus depuis pas mal de temps. Alors le prétexte qui a été donné, qui a été invoqué pour justifier cette très forte correction, hein, qui est arrivée dès lundi, c'est Evergrande qui a servi de prétexte. Bon, moi je suis sceptique, hein, vous connaissez mon point de vue, hein, alors je sais pas si j'ai été, visionnaire ou quoi, mais avant même la chute des marchés, j'en parlais, lors du point du week-end dernier, et où je parlais un petit peu d'Evergrande et des problèmes, hein. Ça fait déjà plusieurs mois, hein, qu'il y a ce souci en Chine avec ce géant chinois de l'immobilier, et j'excluais pas, dans ma vidéo, que le marché se serve de ce prétexte pour corriger, et j'avouais mon scepticisme, hein, alors j'entendais certains analystes, comparer ça à Lehman. Voilà, moi j'étais, voilà, j'ai toujours été un petit peu sceptique, même si, je n'exclus pas, enfin je ne remets pas en cause qu'il y a quand même un problème, de surcapacité, par rapport à la Chine. Donc je rappelle un petit peu, hein, avec, ce qui se passe avec Evergrande, hein. Donc c'est un géant, le numéro un de l'immobilier, chinois, qui est surendetté et qui, d'ailleurs n'a pas pu, payer un coupon, enfin un coupon sur une obligation en dollars. Par ailleurs, c'est un gros groupe multisectoriel et sa filiale automobile ne paye plus ni ses salariés, ni ses fournisseurs. J'en ai parlé pas mal, hein, la semaine dernière sur Evergrande, sur un petit peu les tailles, hein. Je vous ai donné quelques, ordres de grandeur sur les montants. Alors cette semaine, il y a eu plutôt de bonnes nouvelles, hein. Donc Evergrande a réussi à disposer d'un délai, de grâce de 30 jours pour effectuer le paiement, avant qu'un défaut ne puisse être déclaré officiellement. Donc c'est un mois de battement qui devrait permettre au groupe de parvenir à essayer de trouver un accord avec les autorités chinoises pour sortir de la crise. Donc ça, bon, bah, c'est vu que le prétexte de la correction, ça a été Evergrande, et quand, bah, le groupe a annoncé voilà, ce qu'il allait faire, hein, son plan d'action pour sortir un petit peu de l'impasse, bah, tout de suite les marchés ont pris ce prétexte-là pour rebondir très très vite, dès mercredi. L'autre sujet, c'est la réunion de la Fed. Donc on a voilà, Evergrande a pas mal, occupé, les esprits en début de semaine, mais pour moi, le gros point, d'achoppement, c'est la politique monétaire et la réunion de la Fed qui a confirmé que, la réduction, des injections de liquidités commencerait à la fin de l'année.
Alors pourtant, vous allez me dire, les marchés ont fortement rebondi. Alors, quand on analyse un petit peu dans le détail, hem, même si une majorité, hein, officielle des membres de la Fed s'est prononcée pour un début de remontée des taux, en 2022. Alors les analystes, hein, qui ont un petit peu voilà, qui décortiquent un petit peu les votes et cetera, bah, ils ont remarqué que les gouverneurs qui ont un droit de vote au sein de la Fed restent contre un début de remontée des taux en 2022. Donc beaucoup d'analystes pensent que finalement, le même si le ton peut paraître un peu plus dur, bah, en fait derrière, bah, les remontées de taux ne pourraient avoir lieu qu'en 2023. Par ailleurs, ça c'est un petit peu le mi figue mi raisin, hein. Le communiqué de la Fed, a aussi mis des garde-fous qui indiquent que celle-ci pourrait faire marche arrière, notamment si les chiffres de l'emploi, donc a priori ceux du 8 octobre, devaient s'avérer moins bons que prévu ou si la situation sanitaire devait se dégrader. Alors je rappelle, contrairement à la BCE, la Fed a un double objectif, hein, d'inflation et de croissance. Alors moi ce que je peux dire, même si, enfin pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, je suis souvent critique, hein, vis-à-vis des dirigeants politiques et monétaires. Il faut reconnaître que la communication de Jérôme Powell a été, très bonne. Il a bien préparé les marchés à un resserrement monétaire, tout en laissant la porte à un, rétropédalage. Et donc ça, en fait, bah, ça permet en fait aux acteurs, bah, de voir le scénario qui les arrange le plus et c'est ce qui a expliqué le très fort rebond, que l'on a connu, notamment sur les marchés américains en deuxième partie de semaine, donc juste après bah, le communiqué, de la Fed. Alors néanmoins, il y a quand même quelques nuages, noirs, que je note et qui peuvent être problématiques, notamment pour faire accepter aux populations, occidentales, des mesures contre le réchauffement climatique, voilà des mesures un petit peu d'austérité. Alors on a appris que, 2 directeurs régionaux de la Fed, hein, non des moindres, hein, Robert Kaplan, le donc président de la Fed de Dallas, et Eric, Rosengreen, président de la Fed de Boston, sont soupçonnés, de conflits d'intérêts. Et d'ailleurs Kaplan a avoué qu'il a acheté carrément, des actions, donc des GAFA, en pleine période où la Fed, faisait sa planche à billets. Donc ça, c'est quand même assez problématique. Alors, officiellement, la Fed n'a jamais acheté des actions, mais que fait la Fed? Quand elle fait la planche à billets, elle va acheter des obligations. Elle va acheter des obligations d'État, voire même des obligations d'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe quand la Fed fait ça? Elle va faire pression à la baisse sur les taux d'intérêt. Et donc, du coup, bah, quand les taux chutent, que font les acteurs du marché? Bah, ils vont acheter des actions. C'est ce qu'on appelle le TINA, hein, There is no alternative. Donc ça, on le sait très, très bien, enfin n'importe qui travaille un petit peu dans le monde de la finance, a fortiori un patron de réserve fédérale, sait très, très bien que, chaque fois que la banque centrale appuie sur la touche print, bah, ça va faire monter, les indices boursiers. Et quand on achète des Google, Facebook, Apple, Amazon, quand on achète des actions de grosses sociétés, bah, forcément quand les marchés montent, bah, forcément comme ces actions sont surpondèrent les indices, bah, forcément en corollaire elles vont monter. Et donc pour ce qui est de Robert Kaplan, on parle quand même de transactions, hein, sur son compte personnel qui se chiffrent en plusieurs millions de dollars et qu'il a lui-même reconnu. Donc ça, bon pour le moment ça n'a pas fait tant de bruit que ça. Alors mis à part sur les chaînes un peu spécialisées, hein, si vous allez sur Boursorama, vous allez avoir des interviews, voilà d'analystes qui en parlent. Mais ça, pour le moment, voilà, c'est pas forcément le grand public n'a pas été mis au courant, mais ça c'est des événements bah, qui peuvent faire l'effet d'une bombe parce qu'on pendant alors que d'un côté on a des voilà, on a entre guillemets «des gilets jaunes» à qui on demande, de faire des restrictions, tout un tas de personnes de la classe moyenne qui souffrent, de hausse des prix, de l'inflation. Bah, pendant ce temps-là, on a des dirigeants voilà, qui se tiennent par la barbichette et qui font des choses, quoi. Ça peut être problématique à terme. Bon, pour le moment, voilà, ça ne préoccupe pas, la classe moyenne,
Mais voilà, c'est des choses quand même à surveiller qui, sur le moyen long terme, en cas de grosse crise, pourraient s'avérer, problématiques. Alors, pour finir sur cette actualité, macroéconomique, hein, bon excusez-moi sur le petit titre au-dessus, hein, c'est un problème de mise à jour. La Chine qui, aujourd'hui a tapé un grand coup, sur les cryptomonnaies. Heu, Notamment, bah, la Banque populaire de Chine qui a rappelé, cet après-midi que les cryptos n'ont pas cours légal et que les activités commerciales et le minage liés aux cryptos sont des activités financières illégales. Donc tous les Chinois qui voudraient acheter, des cryptos, soit directement, en Chine, soit via des prestataires étrangers, sont considérés comme étant, voilà, pouvant être, suspects, de, malversation. Donc ça, c'est quand même voilà, très embêtant pour les cryptos. Et alors beaucoup, j'entends des gens dire: «Oui, les cryptos, c'est un petit peu la solution, contre la planche à billets des États, des banques centrales». Moi, je tiens à rappeler que même si les États, effectivement, sont très endettés, qu'ils impriment de l'argent à tout va et qu'ils devront un jour faire face, hein, au choix cornélien entre sauver la bourse ou sauver la monnaie, bah, ces derniers ne laisseront sans doute pas les cryptos, qui sont hors de contrôle, hein, de leur contrôle, faire la loi. Ça, on voit la Chine clairement qui le dit, mais les Américains sont en train, au moment où je vous parle, d'étudier, la mise en place de régulations pour encadrer le marché des cryptos, y compris des stablecoins. Et donc un petit rappel historique, hein, ça fait toujours du bien de se référer à l'histoire. Franklin Delano Roosevelt, hein, en 1933, a interdit carrément aux Américains, le fait de détenir de l'or. Dans les années 30, hein, donc lorsque Roosevelt est arrivé au pouvoir, hein, pour essayer de sauver les États-Unis de la Grande Dépression, bah, il a décrété que avoir de l'or chez soi était tout simplement illégal. Donc voilà, donc ça c'est pour rappeler que les États, n'ont pas dit leur dernier mot et ont une force de frappe, contre justement tout ce qui est, tous les actifs, qui peuvent, disons, qui permettent de jouer contre, contre la banque centrale, contre les politiques des banques centrales. Alors maintenant, on va passer un petit peu ce qui s'est passé, donc en corollaire sur les marchés. Alors pourquoi moi, par exemple, voilà, Evergrande, j'ai jamais été j'ai jamais été pour le moment plus inquiet que ça sur Evergrande. D'ailleurs, le marché, quand on analyse en détail le marché, regardez, ça c'est l'indice chinois, hein, qu'on voit effectivement la Chine, l'indice action, hein, CHN 50 qui baisse, hein, voilà, depuis début de l'année, hein. Donc là, j'ai le graphique qui part en août, hein. Il baisse, mais c'est pas non plus la débâcle. Sur un mois, voilà, les indices chinois ont peut-être perdu 4%. C'est certes une baisse, mais c'est pas une débâcle. Alors Evergrande, j'ai pas mis le graphique ici, a perdu plus de 90% de sa valeur. Le numéro 1, le numéro 1 chinois de l'immobilier, qui a perdu 90% de sa valeur, c'est normal, il est très proche du défaut. Mais on voit que bah, la bourse chinoise, sur ce dernier mois, au moment où cette affaire Evergrande commence à secouer les marchés, même la bourse chinoise, elle perd pas, voilà, elle perd 4-5%, mais on n'est pas à 30% de baisse sur un mois. Alors pour moi, derrière l'arbre, d'Evergrande se cache en fait la forêt, un autre sujet de préoccupation, qui est la hausse des taux. Donc moi là, je vous ai mis un graphique, qui vous montre en fait le niveau des taux, français, hein, l'OAT français, 10 ans, donc qui sert quand même de référence au comportement de tous les actifs, hein, des banques et aussi des assureurs. Donc là, on voit, hein, depuis la mi-août, l'OAT français, 10 ans est en hausse, alors avec des petites baisses, hein, mais il entame une remontée, puisqu'il était à -0,15 et aujourd'hui, donc au moment où je vous parle, ça y est, le taux français a franchi, de manière assez franche cette fois-ci, le niveau des zéros, hein. Donc ça y est, il est passé en territoire, positif et a même, touché, hein, cet après-midi, le seuil des 0,11, donc 11 points de base, donc plus 11 points de base. Donc ça, c'est le vrai, pour moi, c'est le vrai sujet de préoccupation des marchés, bien plus qu'Evergrande. Et d'ailleurs, on va parcourir, hein, ce qu'ont fait les différentes classes d'actifs cette semaine, hein.
Donc là, ça c'est le Bund allemand. Donc là c'est pas le taux allemand, c'est les obligations allemandes, hein. C'est donc quelqu'un qui a acheté des obligations allemandes. Bah regardez, hein, le Bund allemand, hein, depuis sur un mois, depuis le 25 août, hein, on est passé de 177, hein, c'est un indice obligataire, à 170. Donc on a quand même une sacrée chute, hein, quasiment voilà 3 à 4 de baisse, hein, sur l'obligataire allemand, ce qui est beaucoup. Donc ça, évidemment, c'est en corollaire de la hausse des taux, hein. Donc je rappelle, hein, quand les taux augmentent, les détenteurs d'obligations, bah, eux, voient la valeur de leurs obligations baisser. Je ferai éventuellement, si vous le souhaitez, une vidéo, hein, sur la relation entre la valeur des obligations et le niveau des taux d'intérêt, pour celles et ceux qui le souhaitent, hein, et vous verrez que c'est assez simple à comprendre. Alors au-delà des taux et des obligations, les actions, donc là on voit par exemple le CAC 40, hein. On le voit ici, hein, le fameux cette semaine, hein, début de semaine. Donc là, j'avais fait ma vidéo, mon dernier point de marché, donc vers le 17 septembre. Et dès lundi, on a eu une vraie chute, hein, des marchés, une belle correction. Et voilà, dès mardi, mercredi matin, on est passé sous les 6400 points pour le CAC 40. Et on s'est même retrouvé, hein, en ce qu'on appelle un bear trap, c'est-à-dire un gap, un piège à baissier. C'est-à-dire que bah, en fait, quand le CAC 40 a touché les 6400 points, ça aurait pu voilà, déclencher ce qu'on appelle des ventes à découvert. Et en fait, là, tout de suite, il y a eu un double top. Et là, le CAC 40 est reparti tout de suite à la hausse, ce qu'on appelle en fait un bear trap. Alors, tout de suite, hein, le CAC 40 a tout de suite rebondi très fortement, hein, donc suite aux déclarations rassurantes d'Evergrande, suite ensuite aux propos de la Fed, hein, qui était plutôt voilà, qui a certes officiellement annoncé un début de tapering, mais qui a quand même laissé entendre qu'elle pourrait revoir sa position s'il y avait des chiffres un peu décevants. Et donc ça, tout de suite, les marchés ont interprété ça comme voilà, comme il n'y a pas le feu au lac, et les hausses des taux, c'est pas avant une bonne année. Donc on a eu un CAC 40 qui a rebondi de manière très violente sur le support des 6400 points, hein, qui a failli être enfoncé, pour revenir toucher le seuil des 6007, hein, qui est quand même maintenant devenu une résistance, avant de redescendre en début d'après-midi, hein, en dessous des 6650, voire 6630. Donc là, on voit quand même une entame, hein, on le voit, hein, si on prend on dézoome un peu le graphique, on voit que depuis le 13 août, hein, on voit quand même le CAC 40 qui est dans un range légèrement baissier sur le court terme. Alors j'ai pas voulu le mettre ici, hein, mais si on prend un graphique de long terme, hein, sur 1, 2, 3 ans, on est encore clairement haussier, mais on voit apparaître l'apparition finalement d'une figure voilà, de correction, on va dire, baissière sur le court, voire moyen terme. Alors sur le Dow Jones, c'est un peu moins vrai que sur le CAC 40. On voit bien que le rebond du Dow Jones, hein, depuis a été beaucoup plus violent, hein, sur ces 3-4 derniers jours, entre le 21 septembre et là, on a eu un rebond beaucoup plus vigoureux que le CAC 40. Donc on ne peut pas parler vraiment de tendance à la correction baissière sur le court moyen terme. Néanmoins, l'indice américain reste coiffé par deux résistances majeures, hein, 35 000 et 35 500 points. 35 500 points, c'est le record historique du Dow Jones. On voit que il a été tapé à plusieurs reprises, hein. On le voit, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et on voit la deuxième résistance, hein, à 35 000 points, donc qui a servi de support à un moment et qui est maintenant devenu résistance. Donc il va falloir surveiller, voir si l'indice, quand même le plus gros indice du monde, hein, l'indice le plus ancien, hein, puisqu'il date depuis le début des années 1900, le Dow Jones, est-ce qu'il va s'affranchir de la résistance des 35 000 points pour aller tester ses records? Ça, c'est une question qui se pose. Pour le moment, on voit que le marché, voilà, il y a eu un très fort rebond vigoureux, les acheteurs sont là, mais voilà, il faut, voilà, on va voir si
le rebond va continuer ou si on va manquer de souffle sur cette double résistance des 35 500 points. Alors là, pourquoi je vous avais dit hein, la semaine dernière, lors du point marché de la semaine dernière, et je confirme cette semaine, pourquoi Evergrande n'est pas un vrai sujet. Si Evergrande, on va raisonner par l'absurde, si Evergrande, c'était le nouveau Lehman Brothers, qu'est-ce qui se passerait donc? Lehman, hein, je vous rappelle, hein, lorsque Lehman a fait faillite, hein, tout de suite, voilà, il y a eu des faillites en cascade, il y a eu une vraie peur, une panique mondiale qui est une faillite générale du système bancaire international et que l'économie s'effondre. À l'époque, je vous rappelle, l'or avait profité de ça et c'était fortement apprécié. Or là, qu'est-ce que l'on voit? Bah, on voit clairement que l'or manque beaucoup de souffle, hein. L'or est sur sur du voilà, sur le court terme, hein, je parlais du CAC 40, mais on peut dire la même chose sur l'or. L'or est sur une tendance à la correction, il est en train de consolider, de corriger, sur du moyen terme, hein, puisque depuis le début septembre, on est clairement, voilà, sur une tendance, on a un drapeau baissier, on a un support des 1740 qui semble tenir, mais on a voilà cette résistance hein, baissière, cette ligne rouge baissière qui, qui est de plus en plus, qui se rapproche du support, et on voit que l'or est sous pression. Or, très honnêtement, franchement, si Evergrande était un vrai problème, hein, une vraie menace pour le système financier mondial, est-ce que vous pensez pas que l'or serait en train d'exploser à la hausse? Enfin, moi en tout cas, si je pensais sincèrement que je suis trader et je pense sincèrement que le système financier va s'effondrer, bah, je me ruerais sur l'or, hein. Enfin, s'il y a un actif à acheter, si on pense que le système va s'effondrer, c'est bien l'or. Or là, l'or souffre énormément. Alors, il en va de même pour l'argent, hein, on voit exactement la même configuration, avec ce seuil des 22, hein, les 22 $ l'once pour l'argent qui sert de support, et on voit cette oblique baissière, cette ligne rouge baissière, qui sert de résistance et qui rend les rebonds de l'argent de plus en plus difficiles. Donc là, on va arriver à un tournant dans les prochains jours, prochaines semaines, sur l'or et l'argent. Est-ce qu'on va avoir un enfoncement je vous mets des supports hein, des 22 $ pour l'argent et des 1740 $ pour l'or? Est-ce qu'on va avoir un enfoncement de ces seuils ou un rebond très très fort pour essayer de tenter, alors non pas de repartir à la hausse, hein, mais au moins de revenir à une stabilisation, alors notamment je parle pour l'argent au-dessus des 24 $ pour l'argent, au-dessus des 1800-1850 $ pour l'or. Ça c'est la question. Mais toujours est-il que même les métaux précieux hein, sont actuellement souffrent. Alors pourquoi ils souffrent? Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de magie. Hein. Comme les marchés semblent anticiper une réduction prochaine des planches à billets et éventuellement un début de calendrier de remontée des taux, bah, je vous fais pas un dessin. Hein. Si les taux remontent, bah, les obligations dont le taux aujourd'hui est nul, hein, clairement, quand on parle de 0,11% pour le taux 10 ans français, c'est zéro quoi. Mais si jamais les taux devaient remonter, les taux français par exemple, devaient remonter à 1%, 2%, les taux américains 10 ans devaient monter à 2, 3%, bah, quel intérêt d'avoir de l'or? Une obligation vous rapportera toujours un revenu. Les revenus, ce sont les coupons qui sont indexés au niveau de taux d'intérêt. Mais l'or, quel que soit le niveau des taux d'intérêt, l'or ne vous rapportera jamais aucun loyer, aucun dividende, aucun coupon. Donc si les marchés anticipent un resserrement de la politique monétaire, une remontée des taux, forcément les actifs qui vont être le plus sous pression seront les actifs qui ne vous donnent pas, qui ne vous donnent pas de revenus, en particulier l'or et l'argent. Et enfin, je termine sur les cryptos. Alors là, je vous ai fait le dessin du Bitcoin, mais je pourrais vous faire pareil pour l'Ethereum. Ben, évidemment, le Bitcoin souffre énormément. En plus des perspectives de remontée des taux, hein, je vous rappelle, hein, comme l'or, le Bitcoin ne donne pas, ne vous procure pas de revenus, de dividendes, de coupons, de loyers, et il ne vous donne aucun revenu. Mais en plus, le Bitcoin et comme les autres cryptos souffrent, hein, comme je vous ai dit, des annonces de la Chine cet après-midi qui ont jugé clairement illégal le fait de traiter
sur le Bitcoin, et ça évidemment, bah, le marché n'apprécie pas. Sachant qu'il y a des rumeurs, hein, que les Américains, les États-Unis, pourraient, voilà, pourraient intervenir, prochainement pour légiférer sur le Bitcoin. Hem, Joe Biden a nommé une femme, justement, là-dessus, hein, au niveau de la régulation, qui a une opinion, très, voilà, assez, très tranchée, très en défaveur, des cryptomonnaies. Et ça, cette nomination est intervenue il n'y a pas très, très longtemps. Donc tout ça contribue à, mettre une pression à la baisse sur les cryptos. Donc en conclusion, donc effectivement, avec les perspectives de tapering, hein, je rappelle, donc tapering, c'est réduction de la planche à billets, suivi éventuellement d'une remontée des taux d'intérêt. Donc avec ce tapering, bah, toutes les classes d'actifs, hein, vous avez remarqué, elles sont sous pression, hein, l'or, l'argent, les actions, les obligations, les cryptos. Donc ça, c'est très très compliqué, hein, c'est pas évident, que ce soit, surtout paradoxalement pour les personnes qui ont un petit peu une stratégie, on va dire, patrimoniale, puisque finalement tous les actifs sont sous pression. Donc du coup, même la diversification, bah, n'empêche pas, de subir des pertes. Alors même si les pertes évidemment d'un portefeuille diversifié resteront toujours moins fortes que quelqu'un qui a fait un all-in sur les cryptos, un all-in sur l'or ou un all-in sur le Nasdaq. Donc si les taux, alors maintenant j'essaye un petit peu de voir qu'est-ce qui peut arriver par la suite. Si les taux devaient monter de manière structurelle, bah, l'actif, qui deviendra, enfin l'actif, la classe d'actifs qui deviendra le plus intéressant seraient les fonds euros des assureurs, des assurances vie. Pourquoi? Parce que les assureurs, enfin les assureurs qui gèrent les fonds euros, bah, eux, ils ont des obligations de garantir une revalorisation de l'épargne placée sur le fonds euro, qui est indexée sur le niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire que si jamais les taux, n'importe quoi, les taux français, les de 10 ans, l'OAT 10 ans ou le TME, le taux moyen des emprunts d'État devait se retrouver à 4%, bah, votre assureur ne pourra pas vous verser indéfiniment du 1,5% sur les fonds euros. Il va être obligé de se calquer sur les taux 10 ans, en France, les taux 10 ans français, qui servent aussi de référence en matière de revalorisation, des taux de revalorisation des fonds euros. Donc du coup, si on part sur une remontée graduelle mais structurelle, hein, des taux d'intérêt, les fonds euros d'assurance vie, bah, vont retrouver une certaine attractivité, qui en plus de servir comme poche de cash, hein, c'est toujours intéressant d'avoir une partie de son épargne en fonds euros, le temps d'arbitrer sur telle ou telle classe d'actifs, ça peut être intéressant, d'autant plus si bah, le rendement des fonds euros se mettait à augmenter. Alors, à surveiller, j'en ai déjà parlé, hein, dans plusieurs vidéos, hein, ce qui va se passer après-demain, donc le 26 septembre, le dimanche 26 septembre, on aura les élections législatives allemandes, et Angela Merkel, hein, après 15 ans, hein, plus de 15 ans de règne, hein, à la tête de l'Allemagne, hein. Je crois que c'est la personne qui dans l'histoire allemande a dirigé l'Allemagne depuis qui a la plus grosse longévité en matière de chancellerie en Allemagne. Ben, elle va passer la main. Et comme je l'avais dit dans une vidéo en août, Angela Merkel a mis beaucoup d'eau dans le vin des Allemands. Les Allemands sont en général contre l'utilisation de la planche à billets, hein. Les Allemands sont plutôt anti-inflation, sont plutôt pour la rigueur budgétaire. Et Angela Merkel a donné son blanc-seing à la Banque centrale européenne pour faire sa planche à billets, voilà, en se rangeant du côté, on va dire, des pays entre guillemets, hein, cigales, hein, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France, pour voilà, pour permettre à ces pays de continuer dans un laxisme budgétaire en laissant la Banque centrale faire sa planche à billets. Pourquoi? Parce que Angela Merkel, donc qui a la plus grande longévité, hein, encore en Allemagne, veut marquer l'histoire comme étant, la chancelière allemande qui a œuvré pour la stabilité, pour le renforcement de l'Europe. Donc voilà.
Mais rien ne dit que le prochain ou la prochaine chancelier ou chancelière allemande qui va prendre les rênes à partir du 26 septembre 2021, bah, est-ce que le prochain chancelier va continuer à faire ce qu'a fait Madame Merkel? Est-ce qu'au contraire, on ne risque pas d'avoir un durcissement de la politique allemande qui pourrait se ranger vis-à-vis ce qu'on appelle des frugaux, hein, frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, les pays du Nord, en faveur d'une rigueur budgétaire. Et là, il y a un risque que les Allemands fassent pression sur la Banque centrale européenne pour qu'elle arrête sa planche à billets. Et ça, évidemment, ça peut avoir des conséquences au niveau des taux européens, notamment français, et au niveau des marchés actions. Donc voilà, donc ça c'est quand même à surveiller. Alors, personnellement, donc là je vais terminer cette vidéo sur un point de vue vraiment personnel, hein, qui n'engage que moi. Euh, j'ai du mal à croire que les banques centrales, que ce soit en Europe et aux États-Unis, seront en capacité de resserrer trop fortement leur étreinte monétaire. Pourquoi? Les dettes des États aujourd'hui sont supérieures à 100% du PIB, hein. Je rappelle, hein, la dette, alors à part l'Allemagne qui est assez faible, mais je rappelle, hein, la dette en France, elle est à plus de 120-125% du PIB. Donc, si vous remontez les taux, et si les taux devaient rester longtemps à 1-2%, qu'est-ce qui va se passer? Le poids de cette dette, ce stock de dette, va générer des intérêts qui vont devenir prohibitifs par rapport à la croissance structurelle de la France. Et donc du coup, on va très très vite atteindre ce que j'appelle un seuil de couinement où les marchés ne pourront pas supporter des taux d'intérêt trop élevés. Parce que le poids de la dette par rapport au PIB, c'est pas grave en soi. On compare un stock, hein, le poids de la dette c'est un stock, le PIB c'est un flux. Donc en termes de mathématiques, ça n'a aucun sens finalement de comparer un stock avec un flux. Mais si vous avez un stock qui est énorme et sur ce stock vous appliquez un taux d'intérêt qui lui monte à cause parce que les banques centrales décident d'arrêter la planche à billets et de remonter les taux, là vous allez avoir ce qu'on appelle la charge de la dette qui va devenir prohibitive par rapport au niveau, au stock de dette, par exemple de pays comme la France, et au niveau de croissance potentielle de la France, hein. Sauf si on imagine que la France va avoir une croissance structurelle sur les 10 prochaines années de 5-6%. Moi personnellement j'ai du mal à y croire, mais on ne sait jamais. Sauf si cette hypothèse d'une croissance à 5-6% d'un pays comme la France se dessine, bah, si on a un poids de la dette de la France qui est énorme, couplé à des taux d'intérêt qui remontent parce que les banques centrales arrêtent leur planche à billets, la France pourrait très bien se retrouver en état d'insolvabilité. Et ça, on n'imagine pas, ça paraît très très difficile à voir. Donc je vois mal, personnellement, bon, je parle de la France, mais c'est pareil pour les États-Unis, hein, je vois mal, sur le long terme, comment les banques centrales ne pourraient pas revenir, refaire un round, hein, de planche à billets, de baisse des taux, si jamais les marchés commençaient un petit peu à cuiner. Voilà. Ça, c'est un point de vue vraiment personnel, hein, ça n'engage que moi, voilà, c'est mon analyse personnelle. Et c'est pour cela que voilà, moi voilà, à défaut d'être devin, hein, sur les marchés, je reste vraiment en faveur d'une approche diversifiée, hein, d'une approche patrimoniale, une gestion patrimoniale diversifiée sur le long terme. Alors après, à chacun d'entre vous, hein, de voir, hein, si vous avez un profil patrimonial, on va dire agressif, plutôt privilégier les actifs risqués. Si vous êtes plutôt prudent, privilégiez plutôt une allocation plutôt défensive. Bon, ça, il n'y a que votre conseiller en gestion de patrimoine qui peut le savoir. Mais de manière générale, moi, si j'ai une préconisation, un conseil à donner, c'est privilégier plutôt la diversification que faire des coups, hein, vouloir faire des coups sur telle ou telle classe d'actifs, voire même sur telle ou telle action. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. C'est le seul conseil que je donnerai, hein, sur cette chaîne, le seul conseil public que je donnerai sur cette chaîne. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie pour votre attention, hein. N'hésitez pas
à commenter, à partager cette vidéo, à mettre pas mal de commentaires, hein. S'il y a des sujets que vous souhaitiez, que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et de mon côté, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de voilà, une bonne fin de soirée, un très, très bon week-end et à bientôt. Au revoir.